nous avons Donald Trump, le président qui prétend souvent que son pays est le pays le plus puissant du monde, qui admet que la Russie était trop forte pour eux. Il admet qu'ils n'auraient jamais dû attaquer la Russie. C'est maintenant qu'ils réalisent leur erreur. Donc vous voyez qu'habituellement, ils basent leur stratégie sur le fait que de toute façon, ils seront les plus forts. Cette fois-ci, ils ont lu l'heure en russe. Trump sur la Russie, une nation militaire puissante. Écoutez, tout le monde peut jouer les gentils et tout ça. Mais vous savez, l'Ukraine va retrouver sa vie d'avant. Les gens ne seront plus tués partout. Et ils vont récupérer beaucoup de terres. Mais c'était une guerre. Et la Russie est une nation militaire puissante. Que cela plaise ou non. La Russie est une nation puissante, que cela plaise ou non. Non, excusez-moi, mais moi je m'intéresse à l'Union soviétique, je suis un vieux soviétologue, à l'Union soviétique depuis 1975. La capacité de résistance a toujours été déterminante dans cette histoire. Absolument. Et alors, pour parler de Budapest, il y a quand même, on ne peut pas oublier que Budapest, c'est 1956. C'est l'écrasement de la révolution de Budapest. Et choisir ce lieu-là pour Poutine, pardonnez-moi, c'est honteux. Honteux. C'est très bien en fait. C'est très bien. C'est très bien ça peut satisfaire Poutine, mais là où l'Union soviétique a écrasé le pays d'Orban, et c'est assez excellent. C'est aussi le pays dans lequel il y a le mémorandum de Budapest que Poutine a violé et que les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas respecté. C'est un excellent. En plus, ça assure sa sécurité parce que il survole l'Ukraine, la Biélorussie, et il arrive directement. Donc en fait c'est à la Hongrie. Donc c'est moi où ils ont commencé leur émission sans absolument aucun contexte. En tout cas, on peut lire à côté les mots de Donald Trump. La Russie est une nation militaire puissante, que cela plaise ou non. C'est une nation bien plus grande. On ne s'attaque pas à une nation 10 fois plus grande que soi. Là, maintenant, il est en train de donner les leçons à qui? Parce qu'on n'a pas oublié que les États-Unis étaient en tête de file dans l'ordre d'attaque ou d'agression continuelle contre la Russie. Donc c'est un bon choix. Quand Trump dit que quand même la Russie, elle reste une nation grande et une armée incontestable, la seule chose qui différencie vraiment la Russie, par exemple, et d'autres pays qui étaient écrasés par les États-Unis, c'est le nucléaire. C'est vraiment ça qui différencie. Et c'est ça qui change tout. Parce que mais je demande, en quoi c'est un problème? La Russie est une nation puissante parce qu'elle a le nucléaire, entre autres choses. Mais le nucléaire, c'est ça qui fait la puissance de la Russie. Tout comme c'est le nucléaire qui fait la puissance des États-Unis. C'est-à-dire, on dit que je suis fort parce que j'ai un puissant coup de poing et vous me dites que si on me retire mon puissant coup de poing, je ne serai plus fort. Mais bien sûr, c'est ça qui fait de la Russie une nation puissante. Mais vous pensez que vous êtes où? C'est-à-dire, ça me rappelle les débats qu'on peut avoir dans des dessins animés ou sur des personnages. On va te dire, oui, Thor sans sa foudre, je sais pas, Spider-Man sans sa force. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'il soit fort, non? Non, la Russie, ce qui fait sa force, c'est le nucléaire. Mais bien sûr que c'est le nucléaire. Ce n'est pas vous qui avez défini la force à ce niveau-là, à la capacité d'un pays à avoir des armes ou alors à détruire ses voisins. Maintenant, la Russie démontre qu'elle a cette capacité et vous venez dire que c'est ça qui fait sa force. Mais c'est ça que vous avez défini comme étant la force. C'est-à-dire que ces gens vivent sur une planète, c'est terrible. Non, ce qui fait la force de Mohamed Ali, c'est qu'il était extrêmement bon pour esquiver et il avait un coup de poing très tranchant. Si on lui retire sa vitesse, sa capacité d'esquive ainsi que son coup de poing, on peut le battre. Mais il les a, ces trucs. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il soit hyper difficile à vaincre. Allez donc retirer les armes nucléaires de la Russie, on voit. C'est-à-dire que ces gens ont souvent des arguments sans queue ni tête. Que si la Russie n'avait pas de nucléaire, avec son économie et avec ce que son armée est en train de faire en Ukraine depuis 10 ans, est-ce que Poutine est en train d'essayer de conquérir par la voie diplomatique parce qu'il peut... C'est-à-dire son argumentaire n'a aucun sens. Un pays a les éléments qui font sa force. Et vous dites que sans ces éléments qui font la force du pays, le pays ne serait pas fort. Mais bien sûr que le pays ne serait pas fort. Aux États-Unis, si on leur enlève leur capacité nucléaire, il reste quoi? Si on enlève leur capacité économique, parce qu'on peut faire le même jeu. Objectivement, si on retire les capacités économiques ou les capacités nucléaires des États-Unis, ils ne seraient pas en mesure de déclencher autant de guerres ou d'avoir autant de force qu'ils ne l'ont. Mais les États-Unis ont cette force. C'est d'ailleurs pour ça que tout le travail du Sud global est de commencer par retirer la force économique des États-Unis. C'est pour ça que les Américains transpirent quand ils se rendent compte que le dollar n'est plus utilisé. Ils ne peuvent plus se servir de l'obligation d'utiliser le dollar pour amortir leurs dettes. Si vous estimez que sans la bombe nucléaire, la Russie n'aurait été capable de rien faire, allez donc leur retirer leur bombe nucléaire ou dessiner un scénario factice, comme vous avez l'habitude de faire dans un film où la Russie sans la bombe nucléaire se fait vaincre par l'Ukraine, on voit. Quand vous voyez même sur la carte, regardez Kiev, regardez l'Ukraine.
l'Ukraine. Donald Trump dit que la Russie est 10 fois plus grande que l'Ukraine. C'est faux. Je vois même déjà facilement 30 fois. On peut mettre 30 fois l'Ukraine dans la Russie. Regardez, voici l'Ukraine pétille en blanc ici en bas. Au lieu de simplement prendre les choses comme ça vient et d'agir en fonction des éléments factuels, vous partez dans les scénarios hypothétiques. Mais vous n'imaginez pas à quel point on peut faire ce genre de scénario en Afrique. Avec les SI, on redessine le monde. Sauf que ce n'est pas la réalité. Nous aussi, on aurait bien pu dire, et si les pays africains avaient développé la bombe nucléaire avant les autres? Et si. Ce sont des rêves, des fantasmes. Et c'est ça le problème de l'Occident. Ils ont tellement été habitués à vivre dans des rêves, dans des fantasmes, que quand la réalité les rattrape, ils sont choqués. Et ils commencent à vouloir ramener le fantasme dans la réalité. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, madame. Fini avec tes si là. On voit si tu peux retirer donc la capacité militaire de la Russie. On ne peut pas avoir la deuxième partie de la région de Donetsk par la voie militaire. Ça ne sera pas du tout sur la table. On ne serait pas là à discuter. Il y a la peur du nucléaire. Il y a la peur de cette irrationalité de la part de Poutine et que cet ogre-là, comment on arrête l'ogre qui a un bouton pour appuyer sur le nucléaire? Il y a une autre problématique qui est posée par le président de la République. Pardon, j'ai juste une idée. C'est que, en fait, il dit actuellement Poutine est en train de s'armer, est en train de produire des armes, et même si aujourd'hui il décidait d'arrêter, en fait cette machine-là ne peut pas s'arrêter. Et cette machine a une inertie qui va être sur 10 ans, sur 15 ans, et c'est ça. C'est ça qui pose problème à l'Europe, parce que en fait cette menace-là, même si Poutine disparaissait, cette machine est là. Tout à fait. Non mais là où je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est effectivement sur... Maintenant, c'est le monsieur, le traître, l'ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement, qui essaie de faire croire que le réarmement actuel de la Russie inquiète les Européens. Juste comme ça, comme si ça venait de nulle part, oubliant complètement ce qui a provoqué le réarmement effectif de la Russie. Parce qu'on doit se poser la question. Il y a encore quelques années, la Russie n'était pas du tout en capacité pareille. Qu'est-ce qui a provoqué le fait que les Russes décident de massivement se réarmer et de se renforcer à tous les niveaux, surtout militaires? Ce sont les Européens. Ils ont directement contribué à ça. Ce ne sont même pas des facteurs facultatifs à côté lointain. Non, ce sont les instigateurs directs de la réalisation pour les Russes qu'ils ont besoin de se réarmer. Sinon, le pays va devenir un petit pays secondaire de l'Europe de l'Est. Parce qu'on a besoin de faire un peu d'histoire pour corriger ces menteurs professionnels de plateau. Le premier choc, c'était à l'effondrement de l'URSS en 1991. La Russie sort ruinée. Vraiment extrêmement ruinée. Son armée est désorganisée à souhait. Son économie est détruite, réduite en cendres. Elle n'était plus une menace militaire. Elle n'était plus une menace. Entre 1990 et 1991, voyant l'Union soviétique chuter littéralement, se détruire, les dirigeants occidentaux, notamment James Baker, promettent verbalement à Gorbatchev, à l'époque président de la Russie, que l'OTAN ne va pas s'étendre. Ils ne vont même pas avancer d'un pouce vers l'Est. Or, à partir de 1999, l'État s'est élargi jusqu'aux frontières de la Russie, c'est-à-dire Pologne, Pays-Baltes, Roumanie, etc. Moscou voit cet élargissement comme la trahison et surtout comme étant une menace directe à sa sécurité. Étant encore affaibli à tous les niveaux, ils sont obligés d'observer encore la scène. Ils n'ont pas la capacité de riposter. C'est ce qui nourrit l'idée. Ça commence à mûrir dans leur tête que la seule chose capable de protéger la Russie, c'est une armée forte. C'est une armée extraordinairement forte. Parce qu'en face, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Les promesses n'ont aucune valeur à leurs yeux. Respecter les règles du jeu, ça n'a aucune valeur à leurs yeux. On écoutait encore Emmanuel Macron le déclarer clairement que vos affaires de respect des règles... c'est du bullshit. C'est lui qui l'a dit. On ne respecte pas les règles quand on joue. Non? On triche, on ment, on pille, on vole. On fait tout ce qu'il faut faire pour gagner. Parce qu'à la fin, la seule chose qui compte, c'est la victoire. Donc du côté de la Russie, le message il est clair. C'est seulement une armée qui est capable de nous protéger et rien de plus. Parce que ces gars vont continuer de nous attaquer et violemment et rapidement. Après ça, il y a eu plein d'interventions occidentales qui ont humilié la Russie. Le bombardement de la Yougoslavie en 1999 sans mandat de l'ONU. C'est un signal que l'Occident peut désormais renverser un allié de Moscou sans crainte. Moscou ne fera rien de toute façon, ils sont encore trop faibles. Il y a eu la guerre en Irak en 2003. La destruction de la Libye en 2011. L'Occident renverse des régimes en dehors du droit international sans pression. La Russie comprend en voyant ça que ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires, Saddam Hussein, Kadhafi, sont immédiatement détruits pour peu que l'Occident les trouve énervants. Voilà, vous m'agacez donc on va vous détruire. Les conséquences c'est quoi? Poutine à l'époque déjà président
comprend qu'il faut réarmer rapidement et moderniser rapidement son arsenal nucléaire pour pouvoir éviter le même sort. Parce qu'il ne pouvait pas savoir à quel moment l'Occident décide d'attaquer la Russie. Ça pouvait venir d'un coup de tête d'un président qui s'est levé un peu trop ronchon, ou alors d'un président qui a vu la veille un film où le méchant c'était le Russe et il estime que voilà, on doit même rapidement régler leur cas à ceux-là. Cette terreur a grandi au sein du gouvernement russe. On est vulnérable à tout moment. Donc, on doit tout renforcer, commençant par notre capacité nucléaire. Moderniser tout ça là. Au moins là, on va se protéger. Après ça, il y a eu l'encerclement de la Russie. Les bases militaires et les boucliers antimissiles qui ont été déployés en Pologne, en Roumanie et dans toute l'Europe de l'Est globalement faisant partie de l'OTAN. Pour la Russie, c'était une menace de l'équilibre direct de la région. On est en train en fait de sortir la Russie de sa zone d'influence. Que tu n'as plus ton mot à dire sur personne à côté de toi là. Que tu sois une grande puissance ou pas, en balle ça tu jettes à la poubelle. Parce que de toute façon, toute ta zone d'influence, il n'y a plus ta zone d'influence. C'est maintenant nous et on décide de faire là-bas ce qu'on veut. Vous imaginez un peu le traumatisme? Ce qui a causé la révolution de 2014. Littéralement un coup d'État orchestré par les Occidentaux pour arracher l'Ukraine de la sphère d'influence de Moscou. Résultat, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'avoir la première réponse. Parce que oui, ils avaient déjà quand même eu le temps de se renforcer quelque part. Pap! Récupération de la Crimée, premier conflit militaire dans le Donbass. Après ça, qu'est-ce qui suit? Les sanctions. L'objectif est de renforcer l'autarcie de la Russie. Donc, isoler la Russie en gros. Parce qu'après les événements de 2014, l'Occident impose des sanctions massives contre la Russie. Mais au lieu d'étrangler la Russie, ça a plutôt poussé la Russie à relancer son industrie militaire nationale. Brutalement et sauvagement l'agriculture locale. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé grâce aux sanctions de l'Occident ou alors à cause des sanctions de l'Occident. Mais vous vous rendez compte que dans toutes les étapes là, ceux qui poussent toujours la Russie à évoluer, à changer, à améliorer, ce sont les Occidentaux. Parce que de l'autre côté, ils essaient de survivre. C'est toujours à cause des sanctions là que la Russie renforce ses alliances au sein des BRICS. Chine, l'Iran, Afrique du Sud, etc. Ils sont en mode, gars, on va seulement travailler ensemble. Parce que de l'autre côté là, ils veulent m'abattre. Les sanctions en 2022 ont encore plus accéléré le processus. Moscou a activé une partie militarisée de son économie, tourné son commerce vers l'Asie et lancé une production d'armement massive. C'est face aux avancées de l'OTAN que Moscou développe des armes hypersoniques, des missiles capables de contourner les défenses occidentales. Ce n'est pas pour rien, ça ne sort pas de nulle part. C'est parce qu'ils se rendent compte que l'OTAN est en train de vouloir les attaquer. Résultat, après tout ça, la Russie, qui n'était plus une menace dans les années 90, est redevenue la première puissance militaire conventionnelle du monde, surpassant de loin l'Europe et dépassant les États-Unis d'au moins 10 ans. La Russie, c'est littéralement une superpuissance nucléaire. Et Donald Trump l'a dit. La Russie est une nation militaire puissante. Vous n'auriez pas dû l'attaquer. On n'attaque pas un puissant pays comme ça. On ne le fait pas n'importe comment. Mais ceux qui ont poussé, et c'est ça que l'espion là, l'ancien du KGB oublie de le dire, ceux qui ont poussé la Russie à se réarmer, à se renforcer autant, ce sont les Occidentaux, ce sont les Européens, ce sont les Américains. Incapables de rester simplement dans la paix, non. Toujours avec des intentions belliqueuses. Ça ne sort pas de nulle part. La Russie ne devient pas une menace parce qu'elle a une volonté d'attaquer l'Occident. Elle devient une menace parce qu'elle a une volonté de se protéger des attaques de l'Occident. Et ça fait toute la différence. Parce que quand tu es permanemment attaqué, et d'ailleurs les Africains devraient retenir ça, la meilleure façon de se défendre, c'est de devenir plus puissant que la personne qui t'attaque. De faire comprendre à la personne qui t'attaque que toute tentative d'attaque sera désormais sévèrement punie. Maintenant, on arrive à la dernière question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est devenue une menace existentielle pour l'Occident? Pas parce qu'elle compte attaquer l'Occident dès demain, non. C'est parce que l'Occident a provoqué la Russie en voulant l'humilier et l'encercler, au lieu d'essayer de l'intégrer dans une sécurité commune. Résultat, ça a poussé la Russie à essayer d'autres horizons et à se rallier au Sud global, alors que la Russie n'est objectivement pas un pays du Sud. Ce qui fait de la Russie une menace existentielle pour l'OTAN, c'est parce que la Russie est désormais convaincue que si elle perd face à l'OTAN, elle disparaîtra en tant qu'État souverain. Les Occidentaux ne pourront même pas la louper cette fois-ci. Si la Russie perd contre l'OTAN, c'est fini d'elle. Or, les Russes ont été clairs à ce niveau. Il n'y a pas de monde sans la Russie. Et ils seront prêts à tout faire pour l'existence de la Russie, même si cela consiste à raser le reste des pays ennemis. Et ils le feront, parce qu'en face, les gars ne vont même pas un peu hésiter. Je vous dis non, ne faites même pas l'erreur de sous-estimer l'OTAN et la Russie baisse la garde jusqu'à l'OTAN prend l'avantage. Ah, vous êtes morts. Mais on va écraser, on va broyer la Russie. On va fendre même la Russie en 15 États différents. Et pour chaque État, il y aurait une histoire. Hein. Attention.
Et en dernière raison de pourquoi la Russie est désormais une menace existentielle pour l'OTAN, c'est parce que Moscou considère qu'il n'y a plus de terrain d'entente possible. C'est une lutte à mort entre l'hégémonie occidentale et sa survie et la survie de la Russie en tant que puissance indépendante. Et comme on ne peut pas être constamment dans une position de défense, la Russie est obligée d'attaquer aussi, de contre-attaquer pour montrer aux gens d'en face qu'ils ont le niveau. C'est pour ça qu'ils sont terrifiés maintenant. C'est parce qu'ils savent ce qui les attend. Vu que c'est une guerre de survie des deux côtés. Du côté de l'OTAN, la défaite signifie la mort de ce bloc. Du côté de la Russie, sa défaite signifie la perte de la souveraineté de la Russie. Donc c'est un combat à mort. C'est seulement le plus fort qui va l'emporter. Et ici, non, je miserais sur la Russie. Non mais